Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cet épisode de la série Club à vos côtés qui est consacrée à la Cour criminelle départementale. Vous êtes sur Clubs Experiences et vous le savez, je suis Claude Epouli-Bombogo, une femme multipotentielle qui a fait le choix de partager sur cette chaîne YouTube du contenu en lien avec ses thèmes de prédilection. Désolée, je filme de nuit donc la lumière ne sera pas folle. Donc, j'ai fait le choix de partager sur cette chaîne YouTube du contenu en lien avec mes thèmes de prédilection qui sont donc le droit parce que je suis avocat, l'entrepreneuriat parce que je suis à la tête de 2 entreprises et que je m'intéresse de manière globale aux affaires, au business. La foi parce que je suis une fervente croyante, une chrétienne évangélique, une femme de foi et une femme de feu et que je souhaitais le partager ici. La mode, le luxe et le lifestyle parce que je suis une épicurienne, que j'aime l'art de vivre, j'aime les belles choses, j'aime le luxe et j'aime la mode. Voilà, ce sont ces éléments-là qui font partie de ma personnalité et que je trouvais important de partager ici. S'agissant du droit, du coup, je l'ai indiqué, je suis avocate au barreau de Poitiers, mais je suis aussi médiatrice inscrite à la Cour d'appel de Poitiers ainsi qu'au Centre national de médiation des avocats et je suis associée de la CELAL Club Avocat Médiateur. Dans le cadre de mon activité d'avocat, j'interviens dans les domaines suivants, le droit pénal, le droit civil de la famille et du patrimoine et enfin le droit des affaires. Alors aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo du coup qui est dédiée à la Cour criminelle départementale et c'est dans la série Club à vos côtés et je vais vous expliquer en fait on va dire le concept de ce type de vidéo. Donc dans la vidéo Club à vos côtés, l'objectif pour moi c'est de vous expliquer un petit peu de manière très pratique quel est le, le, le rôle, on va dire, d'un avocat à vos côtés dans une procédure donnée. Voilà, donc l'avocat en question, naturellement, je vais plus parler de ma pratique à moi, mais naturellement, tous les autres confrères qui font du droit pénal vont parler de les confrères vont parler de leur pratique à eux, en fait, et je partage, on va dire, ce que j'ai l'habitude de faire au quotidien qui est naturellement perfectible, mais dès lors que ça reste dans le cadre de la loi, c'est mon mode de fonctionnement. Voilà, donc je vous ai déjà fait dans cette série, on va dire, différents épisodes. Donc, je vous ai parlé des mineurs, j'ai parlé du divorce, j'ai parlé de l'audience correctionnelle, je crois. Et cet épisode, en fait, sur la Cour criminelle départementale, je voulais le faire, en fait, parce que je voulais que ça fasse un lien avec une vidéo qui vous a beaucoup intéressé. J'ai vu sur YouTube une vidéo de Chichen Club qui était consacrée aux accusations de viol qui pèsent toujours sur deux personnes dépositaires de l'autorité publique. Donc, c'est un incident qui avait eu lieu dans les geôles du tribunal judiciaire de Bobigny il y a quelques jours et les personnes concernées avaient été placées en détention provisoire. Donc, j'avais fait en fait un épisode là-dessus et j'ai vu que ça vous avait pas mal intéressé. C'est la raison pour laquelle je me suis dit que de manière pratique, j'allais vous expliquer comment fonctionne en fait la cour criminelle départementale. Donc voilà, donc je vous propose un plan pour que ce soit cohérent. Donc un plan en 3 ou 4 parties. Donc je vais d'abord vous dire de manière basique qu'est-ce que la cour criminelle départementale. Ensuite, quelle est l'intervention de l'avocat avant le passage devant la cour criminelle départementale. Ensuite, le rôle de l'avocat pendant le passage et le rôle de l'avocat après le passage devant la cour criminelle départementale. Naturellement, pour que les choses soient claires, il y a énormément de choses que l'avocat fait en réalité dans des procédures comme ça, qui sont des procédures post-criminelles, post-instruction criminelle de manière précise. Donc, il y a beaucoup plus de choses qui sont faites de manière pratique, mais je vais... Cour criminelle départementale. Qu'est-ce que la Cour criminelle départementale? C'est une juridiction qui a été expérimentée à compter de 2019. Je m'excuse par avance, je suis fatiguée. Donc, elle a été créée par la loi du 23 mars 2019 et qui, au départ, en fait, devait être expérimentée pour une durée de 3 ans, mais elle a été finalement généralisée sur tout le territoire français à compter du 1er janvier 2023. Donc, c'est une juridiction, comme je disais, départementale, collégiale, qui est constituée de magistrats et qui est un peu en dérogation par rapport à la cour d'assises classique. Donc, je vous mets des captures d'écran là, sachant que l'objectif ici n'est pas pour moi de faire, on va dire, entre guillemets, un cours avec
beaucoup d'éléments de texte, de loi, ainsi de suite, mais c'est pour que vous puissiez comprendre, on va dire, le contexte. Donc, je vous mets une capture d'écran là que j'ai trouvé intéressant. Donc, elle a pour vocation à juger en première instance les personnes majeures accusées d'un crime puni de 15 à 20 ans de réclusion, donc comme par exemple les viols ou alors vol à main armée, en dehors des cas de récidive légale. Donc, naturellement, on est là après l'instruction criminelle, mais je vais en reparler par la suite. Et elle se distingue du coup de la cour d'assises qui juge en fait les crimes pour lesquels les sanctions encourues partent de 15 ans à la réclusion criminelle à perpétuité. Donc voilà, en gros, et je vous donne quand même la base légale pour que vous ayez l'information. Donc, ce sont les articles 380-16 et suivants du Code de procédure pénale. Donc, je dis ça comme ça, en gros. Donc, c'est ça la Cour criminelle départementale qui se distingue du coup par le fait que elle est jugée, du moins, ça se voit vraiment que ça va être compliqué. Ce sont des magistrats professionnels, en fait, qui vont juger tout simplement. Elle a été instituée, comme vous le voyez là, en 2019 et moi, j'ai commencé en fait mon activité professionnelle en 2018. Donc, moi, j'aurais connu pour mes premières procédures criminelles, on va dire pour mes premiers procès criminels, moi, j'aurais connu la cour criminelle départementale honnêtement, pour avoir fait un petit peu les deux, donc la cour d'assises et la cour criminelle départementale, en ce qui me concerne, je suis plus à l'aise devant la cour criminelle départementale, pardon, parce que je trouve que les assises classiques, bon, c'est le jeu démocratique, hein, mais je vous partage là mon ressenti. Je trouve en fait que devant la cour d'assises, effectivement, on a tous ces membres-là, comment dirais-je, on a tous ces jurés-là et je trouve, je ne vais pas dire que la loi est plus grande, mais ce que je veux dire, c'est que je peux, on va dire, anticiper la manière de réfléchir d'un magistrat professionnel alors que le citoyen lambda qui vient être juré de cour d'assises, c'est un peu plus compliqué parce que il y a beaucoup de choses qui vont relever, j'ai envie de dire, de ses émotions, que ce soit peut-être son expérience professionnelle, que ce soit l'impression que la personne peut avoir là d'une procédure X ou Y. Moi, en tout cas, dans le cadre de ma préparation, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Là, je trouve que c'est un aléa qui est beaucoup plus difficile à gérer. Je ne dis pas que les magistrats professionnels ne peuvent pas ressentir ça, mais ils ont l'habitude, on va dire, de pratiquer le droit, donc ils ont un petit peu ce canevas-là. Voilà, donc ça du coup c'était le grand 1. Donc le grand 2, sans transition, on va dire le rôle de l'avocat avant le passage devant la cour criminelle départementale. Vous l'aurez compris, par définition, la cour criminelle départementale juge du coup les personnes qui sont accusées d'avoir commis un crime et par définition, on se retrouve en fait après une instruction, sachant que lorsque vous êtes soupçonné d'avoir commis un crime, en tout cas ici en France, il y a forcément ce qu'on appelle une instruction criminelle. Et je crois que j'ai fait un épisode là-dessus. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre en fait cet épisode-là. Donc, il y a toute une instruction criminelle, il y a plein d'actes de procédure qui sont effectués de telle sorte que lorsque vous vous retrouvez devant la cour criminelle départementale, normalement, vous avez accès en fait à l'intégralité de ce dossier d'instruction-là qui est assez lourd, on va dire ça comme ça, étant précisé que si, comme dans la majorité des cas, vous avez été l'avocat, vous interveniez déjà au soutien des intérêts de votre client avant le début du procès, normalement, vous savez déjà un petit peu de quoi il s'agit, vous l'avez assisté durant les actes de procédure et surtout, vous êtes resté, on va dire, à ses côtés entre la fin de l'instruction et le début du procès, on va dire ça comme ça. Sachant que lorsque, je vous l'avais dit dans la vidéo concernée, lorsque l'instruction criminelle se termine, si vous êtes devant la cour criminelle départementale par la suite, ça veut dire qu'il y a eu ce qu'on appelle une ordonnance de mise en accusation. Donc, lorsque l'ordonnance de mise en accusation est rendue par le juge d'instruction, que peut-être il n'y a pas eu de retour devant la chambre d'instruction et tout le reste, donc l'ordonnance reste... l'ordonnance est désormais définitive. Dans la grande majorité des cas,
vraiment sauf exception et profil particulier de la personne accusée. Et dans la grande majorité des cas, les personnes restent détenues dans l'attente de leur procès. Donc, ce que vous faites du coup avant, du moins ce que moi je fais avant le procès, ce que je fais en tant qu'avocat de l'accusé, c'est que j'essaye de le rencontrer quand je peux. Donc, ce que je fais souvent, moi, c'est que lorsque je vais à la prison de Poitiers-Givonne, par exemple, dans le cadre peut-être d'une commission d'office, j'essaye de prendre des permis de communiquer pour rencontrer en fait les clients qui sont détenus pour X ou Y cause. Voilà. C'est important dans la mesure du possible que le client puisse vous voir régulièrement. Et ce que moi je fais souvent avant le procès, c'est que j'essaye de préparer les clients. J'essaie de préparer en fait le client au maximum et je vais le faire en fait en plusieurs fois. Donc je vais le rencontrer en fait à plusieurs moments différents puisque en réalité entre le moment où l'ordonnance de mise en accusation est rendue et le début du procès, il va s'écouler plusieurs mois puisque la loi prévoit qu'il puisse être jugé dans un délai d'1 an. Donc on aura du coup on aura en fait ces moments-là où lorsqu'on se voit en fonction de son état psychologique, il faut gérer tout ça. Donc, il faut pouvoir l'aider, on va dire, à gérer ses humeurs. Il faut pouvoir le préparer par rapport aux interrogatoires qui vont avoir lieu. Il faut pouvoir refaire un point sur sa personnalité. Il faut pouvoir faire un point sur ces éléments, c'est-à-dire, il faut qu'on fasse un point sur sa personnalité, c'est-à-dire expertise psychologique, expertise psychiatrique, mais il faut pouvoir faire un point aussi par rapport à la situation à l'extérieur. Est-ce qu'il a accompagné, c'est-à-dire, est-ce que peut-être il y a des membres de sa famille qui sont des, des personnes qui sont présentes pour lui? Si oui, comment est-ce que ces personnes-là peuvent l'accompagner? Est-ce que peut-être il a un logement dehors? Est-ce que peut-être il est marié, il n'est pas marié, il est en couple ou pas? Est-ce qu'il a des enfants ou pas? Est-ce qu'il a un emploi ou pas? Pour la plupart du temps, lorsqu'on est déjà à ce stade-là, que la personne était déjà provisoirement détenue, bon, très souvent la personne n'a plus d'emploi, mais est-ce que peut-être sa famille peut lui trouver peut-être une formation ou alors une promesse d'embauche? Vous voyez, je prépare tout ça, je lui explique naturellement que dans le cadre du procès, on va notamment vérifier comment il se sera comporté en détention. Donc, je lui explique que ça peut être très, très important même pas que ça peut être, c'est très important qu'il se comporte bien en détention, qu'on n'ait pas d'incident, qu'on n'ait pas de passage en commission de discipline, parce que c'est un ensemble en fait de choses qui vont aider à soutenir en fait son dossier par la suite au moment du procès. Voilà, donc voilà ce que moi je fais à ce moment-là. Dans le cadre euh, on va dire des actes préparatoires, il peut y avoir des demandes de mise en liberté qui sont déposées. Honnêtement, j'en ai fait pas mal, mais moi, à date, je n'ai pas obtenu de mise en liberté avant le procès devant la cour criminelle. Maintenant, c'est quelque chose qui est très intitulé personnel, puisque en réalité, ça dépend du dossier. Donc, le tout n'est pas d'essayer, mais ça dépend vraiment du dossier, des éléments qu'on a dans le dossier. Si on a, par exemple, des éléments dans lesquels, je sais pas moi, on a des éléments matériels importants qui sont à charge, bon, moi, j'essaye de leur dire que dans l'absolu, si vous voulez absolument qu'on tente une demande de mise en liberté, on l'attendra, mais on sait qu'on n'aura pas la mise en liberté. Donc, autant mieux se concentrer en fait sur la préparation du procès, étant précisé que pour certains dossiers, ça peut être une stratégie dans le cadre de l'instruction de faire des demandes de mise en liberté pour pouvoir justement plaider le fait qu'on s'est battu jusqu'au bout. Vous voyez, donc ça peut être une stratégie, mais moi je trouve qu'entre le moment où l'ordonnance de mise en accusation a été rendue et le début du procès, bon, on a des délais en fait qui sont plus ou moins maîtrisés, surtout lorsque le client est placé en détention provisoire. Si le client est déjà à l'extérieur placé sous contrôle judiciaire, le raisonnement est totalement différent et ça c'est un autre débat. Donc, je prépare le dossier. La plupart du temps, comme je le dis, la plupart du temps, les dossiers que moi j'ai eus en cour criminelle départementale sont des personnes que je suivais déjà au moment de l'instruction. Donc, c'est une continuité. Je connais déjà les dossiers. Maintenant, ça peut être intéressant même pas que ça peut être intéressant, c'est indispensable de réimprimer, par exemple, les interrogatoires pour pouvoir, en fait, relire, pour savoir dans le détail qui a dit quoi, parce qu'il faut savoir que, je l'avais dit la dernière fois, une instruction criminelle dure à peu près 18 mois en moyenne. C'est ce qu'on vous annonce lorsqu'on vous met en examen. Et matériellement, c'est plus ou moins ça.
Oui, c'est plus ou moins ça. Ça peut être beaucoup plus, oui, mais dans la moyenne, c'est quand même vraiment 18 mois. Et après, il y a le délai pour le début du procès. Donc, c'est normal en fait que vous n'ayez plus chaque détail en tête, d'autant plus que parfois, au moment où votre client est mis en examen, l'instruction a déjà commencé en fait avant. J'avais eu un dossier comme ça dans lequel c'était un dossier de viol, mais au moment où mon client est mis en examen, les faits avaient eu lieu un an avant. C'était le temps qu'on fasse en fait les tests ADN et tout le reste. Donc, il s'écoule en fait un temps certain. Donc, c'est important déjà que moi aussi en tant qu'avocat, que je puisse imprimer les éléments du dossier que je trouve importants et que je puisse en fait m'en imprégner de nouveau, en reparler avec le client parce que pareil, ça date un petit peu. Le client peut avoir un peu plus de recul X mois après ces déclarations de ci ou ça et on voit en fait comment euh, euh, préparer ou corriger certaines choses. Donc moi, je vais le réinterroger. Moi, je vais le réinterroger par rapport à tel ou tel autre élément qu'il a pu indiquer à un moment T. Voilà, on va réfléchir sur les témoignages qu'il y a dans le dossier, comment on gère ceci, comment on gère cela. Est-ce qu'on a une explication complémentaire? Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, voilà, on revoit en fait les expertises. Est-ce que dans ces expertises-là, il y a des éléments qu'on peut plus mettre en avant ou pas? Oui, c'est vraiment tout ce travail-là qui est un travail de fourmi, mais lorsqu'il est effectué en fait par petits bouts, ça le fait. Donc pareil, je prépare en fait le client. Je prépare en fait le client par rapport à la potentielle peine à venir parce que soit quand vous êtes devant la cour criminelle départementale, soit vous allez plaider un acquittement, soit vous plaidez littéralement la peine. C'est-à-dire que si on a si on a un dossier dans lequel vous considérez qu'on n'a pas d'éléments pour corroborer ou pour appuyer l'hypothèse d'un crime, vous allez naturellement plaider l'acquittement. Maintenant, si on a des éléments dans le dossier qui sont des éléments littéralement matériels qui caractérisent l'infraction, vous savez déjà que votre client va être reconnu coupable. C'est-à-dire, est-ce que peut-être il reconnaît des déclarations? Est-ce qu'on a des éléments matériels qui sont clairs? C'est-à-dire, est-ce qu'on a une vidéosurveillance? Est-ce qu'on a des traces, par exemple, de fluide corporel? Est-ce qu'on a euh, bon, peut-être un bornage téléphonique, mais c'est pas suffisant. Mais est-ce que tous les indices... Non, je disais du coup qu'il faut préparer le client par rapport à la peine qui va tomber en se projetant un petit peu sur la peine qu'on peut avoir, on va dire ça comme ça. Ensuite, il faut essayer de préparer les familles. Il faut préparer l'entourage en fonction du soutien qu'a le client. Et moi, j'aime bien souvent aussi anticiper l'exécution de la peine parce que ça donne de l'espoir au client. Il faut savoir que en ce qui concerne mes retours d'expérience, plus le client est psychologiquement, on va dire, stable, plus, il est fort psychologiquement, mieux il pourra affronter le procès. Et je trouve que sans avoir un travail de psychologue, ça fait quand même partie un petit peu de mon travail que d'essayer de le booster au maximum parce que j'essaie toujours de leur expliquer qu'on fait un travail d'équipe. Je ne peux pas porter toute la procédure seule, il faut qu'on le fasse ensemble et eux, il faut qu'ils aient la force de se battre. Donc, le fait de pouvoir envisager l'exécution, de voir en fait tout ce qui peut être mis en place dans le cadre d'une exécution, ça peut lui donner en fait de la force pour que le procès se déroule bien parce qu'on va anticiper un maximum de choses dans le cadre de la préparation du procès, mais la réalité, c'est que parfois, dans le stress, la fatigue, il peut y avoir des erreurs, on peut perdre en fait on va dire le contrôle parce qu'on a un client qui devient totalement ingérable. Et lorsque le client se retrouve en train de dire n'importe quoi ou en train d'afficher un comportement qui n'est pas adapté, nous, derrière, c'est compliqué de pouvoir le rattraper. Donc, je pense que je vous ai dit à peu près tout ce qui doit être fait avant. À titre, j'ai envie de dire à titre personnel, mais on va dire du côté vraiment purement avocat. Avant aussi, j'ai envie de dire, on libère un peu l'agenda parce que ce sont souvent des périodes qui sont chargées. En fait, ce sont des audiences qui sont plutôt longues. Je vais en reparler par la suite. Ce sont des audiences qui sont plutôt longues, qui sont très souvent sur plusieurs jours. Donc, il y a une désorganisation certaine pour le cabinet. Donc, il faut pouvoir libérer l'agenda. Il faut être soi-même reposé dans sa tête et idéalement dans son corps et déléguer en fait un maximum de choses. Dans certains
cabinets ou alors pour certains confrères, ils préfèrent souvent intervenir en binôme dans des dossiers. Donc, c'est leur choix que je respecte parfaitement. Mais ils préfèrent souvent intervenir en binôme dans des dossiers pour pouvoir justement être sûr de ne rien louper en termes d'information et tout. Personnellement, moi, j'ai toujours pris mes dossiers seuls. Il y a eu un dossier où j'avais failli en fait être avec une personne, après avec une consoeur et finalement, ça ne s'est pas fait et je suis restée là-dessus. Finalement, voilà. C'est un dossier quand même assez sensible. C'est un dossier d'inceste. Voilà. C'était un dossier d'inceste et puis j'intervenais pour le père. Je ne l'ai pas indiqué en fait au début, mais jusqu'à présent, devant la cour criminelle départementale, je suis intervenue que du côté accusé. Donc, je pourrais difficilement vous expliquer quel est le travail de l'avocat du côté partie civile, même si je sais en gros ce que j'aurais fait, on va dire, en matière correctionnelle, mais de manière très sincère, je n'ai jamais assisté des parties civiles dans le cadre d'un procès criminel. Donc, je ne vais pas forcément énormément développer là-dessus. Comme je l'ai dit, ce sur quoi je peux, entre guillemets, m'avancer, c'est la partie, tout ce qui est soutien psychologique, peut-être saisine du fonds de garantie pour obtenir des provisions en fonction des éléments du dossier, ce genre de choses, être aux côtés des parties civiles au moment du procès. Ça, c'est ce que j'ai souvent vu les confrères en face faire, mais je ne vais pas plus développer ce point-là. Donc, point numéro 3, du coup, intervention de l'avocat, du coup, pendant le procès. À mon avis, qui n'engage que moi, j'ai envie de dire un bon procès pour l'avocat. Hein. Donc, un procès dans des conditions correctes va dépendre, en fait, de la préparation qui a été faite. Donc, plus vous avez été préparé, plus vous êtes préparé et vous avez bien préparé le client, plus vous serez... j'ai envie de dire à l'aise. Ce n'est pas exactement le bon mot, mais vous allez comprendre le raisonnement. En ce qui me concerne, en termes de préparation, je considère que plus je m'exerce en fait, plus je connais mon dossier, plus je connais mon client, plus j'ai anticipé les hypothèses de travail, plus je serai à l'aise et plus je suis à l'aise, plus je peux rassurer mon client et mieux ça se passe aussi parce que parfois il peut avoir des incidents, il peut avoir des incidents par rapport à la procédure, il peut avoir des incidents par rapport au magistrat, il peut avoir des incidents par rapport aux confrères adverses, il peut avoir des incidents par rapport à l'avocat général. Donc, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, plus on a la maîtrise de son dossier, mieux c'est. Donc, comment ça se passe du coup de manière générale pendant? Donc, comme je l'ai dit, être préparé soi-même, avoir un client préparé. En début de procès, on va se présenter du coup au magistrat, notamment au président de la juridiction. Très souvent, notre client est convoqué quelques jours avant par le président juste pour vérifier qu'il a bien eu accès à la procédure, qu'il a bien un avocat, tout le tralala. Donc, vous pouvez aussi être présent si vous le souhaitez à ce moment-là. La plupart du temps, surtout ici à Poitiers, la plupart du temps, je pense là précisément à un président que je trouve vraiment très bien, très méticuleux. Et ce qu'il fait souvent, en fait, c'est qu'il prépare vraiment avec la greffière là. Il prépare souvent en fait une feuille. Il prépare en fait un programme. Voilà, on va être précis comme ça. Il prépare un programme en fait pour les journées de procès et parfois même il envoie en fait par mail pour savoir s'il y en a, je ne sais pas si je peux dire des suggestions, mais c'est pour qu'on sache en fait. Et lorsqu'on arrive, on a le programme, mais naturellement, ce n'est pas un programme qui préjuge de la décision qui sera rendue, mais c'est une proposition de programme pour que le procès se déroule bien, étant précisé, comme je vous l'ai indiqué, qu'il est souvent sur plusieurs jours, en fonction du nombre de personnes qu'on doit entendre. Donc, il va commencer en fait par expliquer. Il va commencer en fait par expliquer au prévenu, il va vérifier l'identité du prévenu, il va lui rappeler les faits qui lui sont reprochés, il va lui rappeler ses droits, il va vérifier en fait que tout le monde a bien eu accès à la procédure, il va vérifier que pour tout le monde, j'ai envie de dire, l'instruction est vraiment close, mais qu'il n'y ait pas d'incident, qu'il n'y ait pas de difficulté d'accès au dossier ou quoi que ce soit. Voilà, donc on va dire les bases sont posées et après,
il y a en fait tout ce qui est, on va commencer en fait en fonction. Je vais être plus précis là-dessus, en fonction. Euh, pour certaines personnes, ils peuvent faire les faits, donc c'est-à-dire bien rappeler déjà ce qu'il y a dans le dossier, un peu en résumé s'agissant des faits, et après, l'accusé peut potentiellement commencer à réagir là-dessus. euh, Avant qu'on ne commence à interroger les témoins, après les... Donc ça, par contre, c'est le président qui définit l'ordre de passage. Vous, en tant qu'avocat, vous pouvez suggérer des choses. Donc ça peut aussi faire partie de la stratégie. Si vous considérez que dans les éléments de personnalité, il y a des choses qu'on peut mettre en avant, ça peut être intéressant de peut-être commencer par la personnalité. Mais la plupart du temps, on va parler des faits. Donc de ce que... en fait, il va présenter en fait de manière synthétique, voilà, de manière synthétique. Après, il va interroger, il va inviter l'accusé à réagir d'abord de lui-même s'il a des choses à dire de manière spontanée. Et maintenant, par la suite, il va interroger. Il va interroger dans le détail, mais vraiment, ça prend vraiment plusieurs jours parce que ce sont des journées qui sont lourdes euh, émotionnellement et qui sont qui sont très énergivores parce qu'on interroge vraiment dans le détail. Et après, comme je dis, maintenant, il y a les interrogatoires. Interrogatoire des témoins, interrogatoire... Bon, d'abord, interrogatoire des témoins. Il y a les témoins, il y a les experts, il y a les enquêteurs. Bon, il va y avoir naturellement les parties civiles en fonction de ce qu'elles sont aptes à indiquer ou pas. À chaque fois, en fait, qu'il y a un interrogatoire, on demande aux avocats s'ils veulent réagir pour faire en fait des contre-interrogatoires. Moi, la plupart du temps, les seules personnes que j'ai du mal à interroger de manière très transparente, ce sont les parties civiles. Surtout, on va dire, en fonction du profil. En, en fonction de ce qu'il y a dans le dossier, parfois, il y a vraiment de quoi interroger la partie civile, mais dans la plupart des dossiers, en tout cas, c'est un petit peu sensible. Je repense là, par exemple, au dossier d'inceste dont je vous ai parlé tout à l'heure. La victime dans le dossier, du coup, était mineure. Encore même au moment du procès, elle était mineure et c'était quelqu'un qu'on sentait vraiment très, très fragile. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'elle a eu la force de comparaître, elle a eu la force de comparaître, mais même quand elle était là, vraiment, elle était toute recroquevillée comme ça, c'était compliqué. C'était vraiment, vraiment compliqué. Donc, moi, je n'ai pas posé de questions parce que je trouve que dans des moments comme ça, c'est souvent à double tranchant. Voilà, on pense peut-être bien faire, mais on ne va pas tirer de ce moment-là des éléments particulièrement probants. Et au contraire, je pense que ça peut même plus jouer en défaveur par rapport à nos clients. Voilà, donc c'est un peu mon travail d'apprécier ces éléments-là. Il y a pas de décision parfaite, hein. On apprécie par rapport aux éléments, par rapport aux éléments de contexte, par rapport à l'état du client, par rapport, voilà. Comme je dis, il y a vraiment plein d'éléments autour qu'il faut apprécier, quoi. Donc, voilà, donc, comme je disais tout à l'heure, s'il y a des incidents, les faits, s'il faut réinterroger les enquêteurs et tout le reste, s'il faut faire des contre-interrogatoires, donc on les fait. Parfois, en fonction du président, on peut avoir quelques petites pauses pour pouvoir souffler un petit peu, mais voilà ce qu'il en est. Voilà. Très souvent, en fonction des confrères qu'on a en face en partie civile, ils vont être un petit peu, je ne sais pas si je peux dire menaçants. Ils peuvent être voilà, assez vifs. Et pareil, c'est aussi mon travail de préparer mon client en amont parce qu'au moment où il est interrogé, je ne peux pas forcément... Quand moi, je n'ai pas ce profil-là de celle qui va se lever pour essayer d'interrompre le confrère qui interroge et tout le reste. Non. Moi, je vais... Vu que moi, je poserai mes questions après la partie civile, je peux équilibrer par la suite les questions qui ont été posées par mon confrère en face ou alors par le ministère public, mais je ne suis pas celle qui va venir comme un bouclier de mon client. Moi, je trouve que ça dessert en fait ses intérêts. Donc, voilà, donc j'ai parlé de toute la partie des interrogatoires. S'il y a des témoins, je les aurais fait citer avant ou alors le parquet aura fait citer avant. Donc, on avance comme ça dans la... On va y arriver. On fait réagir en fait l'accusé à chaque étape, donc fait personnalité et après on donne comment dirais-je, on donne la parole pardon aux parties civiles. Il faut savoir en fait que la partie civile n'a pas, quand je dis la partie civile ici, je dis en fait en réalité au confrère qui est en face parce que
cour d'assises, partie civile, il y a forcément des avocats en face. Donc, au moins un du moins. Donc, en face, l'avocat ne va pas plaider la peine. L'avocat va plaider, en fait, la douleur de la partie civile, tout simplement. Donc, expliquer, en fait, peut-être comment la personne a vécu telle ou telle autre chose, comment peut-être sa vie a basculé, comment son entourage est peut-être aussi en souffrance, en indiquant qu'il y a un préjudice certain, ainsi de suite. Voilà, donc, on part, en fait, sur tout ça. Et à ce moment-là, comme je dis, la partie civile ne fait pas de demande, mais je vais vous en reparler, en fait, sur la fin du procès en fonction de la décision qui aura été rendue. Après, du coup, c'est l'avocat général qui fait les réquisitions au nom de la société. Voilà. Le ministère public fait les réquisitions au nom de la société et après, la plupart du temps, je trouve que les présidents sont souvent corrects parce que la plupart du temps, après les réquisitions du ministère public, comment dirais, ils font la pause en fait. Ils font une pause et puis ils nous demandent, donc soit ils font la pause déjeuner et comme ça quand on reprend, l'avocat de la défense plaide, soit les réquisitions se font peut-être en fin de journée et après le lendemain matin, on commence par la plaidoirie de l'avocat de la défense ou des avocats de la défense. S'agissant de mes plaidoiries devant la cour d'assises, ce que je fais souvent en fait, c'est qu'en ce qui me concerne, je sais souvent ce que je vais plaider de base. Je ne suis pas de ceux qui rédigent toute la plaidoirie, mais dans ma tête, j'ai souvent une trame. Donc, ce que je fais, c'est que je vais rédiger le début, peut-être là où les phrases d'accroche, l'angle en fait que je souhaite prendre. Je vais rédiger la toute fin et après, je vais noter en fait les points clés. Voilà, j'ai la chance d'être assez à l'aise à l'oral, donc pour parler, même si j'avoue que, comme je dis, ce sont des dossiers qui sont souvent lourds émotionnellement et être du côté accusé, naturellement, ça n'aide pas. Voilà, ça n'aide absolument pas. Lorsqu'il y a un huis clos, forcément, on est quand même un peu plus confortable. Mais si on n'a pas de huis clos et qu'on a du public dans la salle, ben, il faut y aller, quoi. Il faut vraiment pouvoir y aller. Et comme je dis, voilà, ce n'est pas évident, mais c'est le job. C'est le job. Il y a quelqu'un qui compte sur nous pour porter sa parole, donc il faut qu'on puisse faire le nécessaire. Voilà, lorsque l'avocat finit de plaider, donc je plaide ce qu'il y a dans le dossier, hein, donc soit en fonction des cas, vous plaidez un acquittement, soit vous plaidez la peine. Vous plaidez la peine, vous essayez d'expliquer sur la base de ce que le client reconnaît ou pas, ou sur la base des éléments matériels qu'il y a dans le dossier. Et voilà. Je ne me casse pas forcément sur une durée minimum. Donc, on est d'accord que je ne vais pas plaider aux assises 5, 10, 15 minutes. Non, je plaide beaucoup plus parce que naturellement, de manière automatique, il y a beaucoup plus de choses à dire devant la cour d'assises. Mais je crois que ma plus longue plaidoirie, ça a dû être peut-être 1h15. 1h15, mais bon, j'essaye d'avoir une trame. Et comme je dis, en fonction de qui y a potentiellement dans la salle, ce genre de choses, j'essaie de faire attention aux mots parce que parfois, lorsque les parties civiles sont là et qu'on a peut-être des personnes qui sont très, très fragilisées émotionnellement, on ne peut pas être offensif, on va dire, de la même manière, même si, je l'ai toujours dit ici, ma loyauté va à mon client. Voilà. Après la plaidoirie de l'avocat, on donne la parole en dernier à la personne accusée pour que la personne puisse dire en fait ce qu'elle a envie de dire. Et après, les magistrats se retirent pour délibérer. Donc voilà, les délibérations sont souvent assez longues, ce qui est totalement normal. Et lorsqu'ils reviennent en fait pour rendre la décision, donc à ce moment-là, c'est soit on a un acquittement, soit on a un verdict de culpabilité. Et de manière immédiate, et différemment de ce qui se passe aux États-Unis où on a dans un premier temps la culpabilité et X semaines après la sanction, de manière immédiate ici, si le client est reconnu coupable, on prononce la sanction dans la foulée. Donc s'il a acquitté, donc il va repartir à la prison qu'il fasse la levée d'écrou. Maintenant, s'il est condamné, on lui dit pour combien de temps il est condamné et on verra après pour la question de l'exécution des peines. Sachant qu'on lui explique toujours qu'il a un délai pour interjeter appel de la décision qui est rendue là, mais la décision est assortie de l'exécution provisoire. Donc, ça veut dire que si, par exemple, il y a une peine de 10 ans ou 15 ans d'emprisonnement qui est prononcée, il retourne en détention, sauf situation vraiment exceptionnelle.
Donc, voilà, j'ai essayé de faire vraiment très, très condensé pour que ce ne soit pas très long et parce qu'il se fait tard aussi et que faut que je m'en aille. Euh, je pense que j'ai dit le gros en fait. Sachant que entre les temps de pause, lorsqu'il y a les longs temps de pause, parfois il faut aller dans les jours, du coup essayer de voir un peu le client, essayer d'avoir un peu ses impressions, parfois débriefer un peu avec lui, parfois l'encourager encore pour que voilà, pour qu'il s'accroche, pour qu'il tienne. Voilà, c'est vraiment un ensemble de choses comme ça à faire. Si on a un verdict de culpabilité, on enchaîne quelques minutes après avec la partie intérêt civil. Ça veut dire que autant, comme je vous ai dit, lorsque la partie civile fait ses observations euh, au, moment au moment de sa plaidoirie, elle fait ses observations, elle ne fait pas de demande financière à ce moment-là, elle va juste, on va dire, porter la parole et la peine de la partie civile ou des parties civiles. Maintenant, l'audience se sanction la plupart du temps, même si parfois les confrères plaident en face, très très souvent, ils ont rédigé des conclusions. Ils ont rédigé des conclusions. Soit ils vont demander un renvoi sur intérêt civil, peut-être le temps qu'on chiffre, qu'il y ait une nouvelle expertise, qu'on chiffre en fait de manière précise le préjudice de la victime qui est peut-être consolidé ou pas avec le temps. Soit les demandes financières sont déjà en fait chiffrées, donc on a copié des conclusions avant, donc on va le confrère peut plaider, mais ce n'est pas une plaidoirie extraordinaire. Donc, c'est la deuxième audience là, c'est une audience qui est vraiment très très courte, hein, qui ne va même pas durer une demi-heure ou une heure, vraiment. À moins qu'il y ait beaucoup de parties civiles, ce genre de choses, là, c'est un autre cas. Donc, le confrère qui intervient pour la partie civile fait ses observations. Ensuite, par rapport à moi, très souvent, je n'ai pas énormément de choses à dire là-dessus. Donc, juste demander, par exemple, lorsque ce n'est pas quelque chose qui est chiffré de manière très précise, de ramener à de plus justes proportions, puisque de manière basique, dès lors que mon client est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, la victime obtient de manière automatique un droit à réparation du préjudice qui lui a été causé. Donc, le principe de la réparation existe. Après, pour le chiffrage, il y a des grammes en fait qui existent déjà, comme par exemple la nomenclature d'Antillac. J'essaye, si je peux, de vous mettre une capture d'écran là qui chiffre en fait en fonction de la nature de ce que la personne a vécu, qui peut chiffrer en fait le préjudice. Donc, c'est quelque chose qui est relativement carré et les confrères qui sont souvent habitués aux juridictions criminelles savent souvent à peu près quelle est ce qu'on appelle la jurisprudence de la cour. Donc, on est dans les mêmes eaux, on n'a pas énormément de choses à redire là-dessus. Donc, point numéro 4 et dernier point, l'intervention de l'avocat après le procès. Donc, après le procès, il peut se passer plusieurs choses. Donc, première des choses, lorsque notre client est acquitté, donc, bon, je vais faire rapidement la partie civile, étant précisé, je l'ai indiqué tout à l'heure, que je n'ai pas encore eu devant la cour criminelle la, la charge d'intervenir auprès d'une personne victime. Donc, mais de ce que je vois en matière correctionnelle et un peu en matière criminelle, c'est que souvent, les sommes qui sont dues aux victimes sont des sommes qui sont relativement importantes. Donc, les confrères vont les assister en fait dans les saisines de fonds de garantie. Voilà, parce que très souvent, vous vous en doutez, la personne qui est condamnée n'a pas les moyens de régler les sommes auxquelles cette personne est condamnée par rapport à la victime. Donc, très souvent, les confrères vont devoir faire appel en fait au fonds de garantie et naturellement, ils vont devoir accompagner leur client s'il y a une procédure en appel. Donc, je ne peux pas vous en dire plus là-dessus pour des raisons que j'ai déjà évoquées un peu plus tôt. Maintenant, s'agissant entre guillemets, de mon rôle habituel, plusieurs choses. Donc, un client qui est condamné à une peine de réclusion criminelle a le droit, comme toute personne condamnée, de faire appel de la décision. Donc, la personne peut faire appel de la la personne peut faire appel de la décision soit directement du centre pénitentiaire là où la personne est incarcérée ou alors par mon intermédiaire, mais dans la mesure du possible, ça fait partie des choses que j'anticipe souvent ou par rapport parfois au fait, par rapport à la personnalité. Si je pressens qu'il y aura
une condamnation, je peux leur dire, bon là, je pense qu'on passe une peine, je sais pas moi, peut-être entre 7 et 10 ans, ce genre de choses. Et maintenant, si par exemple, je dis peut-être une peine, je sais pas moi, entre 10 et 12 ans et qu'on se prend par exemple 16 ans, ça peut valoir le coup de faire appel de la décision, mais sans en apprécier. Euh, voilà, donc il peut avoir, on peut l'accompagner dans ce sens-là, se demandant on fait appel ou pas, ou alors si on a fait appel, est-ce qu'on se désiste ou pas. Donc il y a ça, il y a le fait de gérer les contacts avec le confrère en face pour gérer justement tout ce qui est lié à l'indemnisation de la partie civile. Souvent, il y a des procédures par la suite, juge aux affaires familiales, par exemple, dans les cas d'inceste, très souvent, même si devant les juridictions maintenant, il y a un retrait de l'autorité parentale. Ça, c'est vrai, ça, c'est depuis peut-être 2, 3 ans. Mais avant, ce n'était pas le cas. Donc, il devait y avoir la procédure juge aux affaires familiales derrière pour solliciter le retrait de l'autorité parentale, pour solliciter en fait que la résidence de l'enfant soit définitivement fixée chez le parent, ainsi de suite, chez la maman, du moins. Aujourd'hui, effectivement, la juridiction peut prononcer, dès lors que la personne est reconnue coupable, la juridiction va prononcer le retrait de l'autorité parentale. Du moins, la juridiction doit se prononcer dessus. Voilà, de manière précise, c'est ça. Donc, comme je disais, appel ou pas, maintenant, s'il n'y a pas appel et que la décision devient définitive 10 jours après, on va s'interroger sur la question de l'aménagement. Voilà, est-ce que en fonction de la peine qui a été prononcée, est-ce que le client est éligible à un aménagement pour qu'on puisse voir comment on peut l'accompagner dans ce sens? À défaut, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que l'exécution en fait de la peine ait lieu dans des conditions optimales, j'entends. Maintenant, pour le client qui est acquitté, c'est rare, mais ça arrive. Pour le client qui est acquitté, il y a une procédure qui existe en fait pour obtenir la réparation du temps, notamment de la détention provisoire. J'ai eu en fait un cas comme ça pour un client, mais c'était pas dans le, comment dirais-je, c'était pas dans le sens, c'était pas devant la cour criminelle départementale, mais c'était au stade de l'instruction où en fait lorsqu'il avait été détenu provisoirement, juste peu de temps avant la fin de l'instruction, le juge d'instruction a décidé en fait de le libérer, de le placer sous contrôle judiciaire, et à la toute fin en fait on a eu ce qu'on appelle un non-lieu. Ça veut dire que le juge d'instruction a considéré qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour que mon client soit poursuivi. Et partant de là, on a fait en fait une procédure contre l'État pour que sa période de détention provisoire soit indemnisée. Voilà. Donc, soit réparée du coup. Donc, il y a cette procédure-là qui peut s'ouvrir au client lorsqu'il a été acquitté et qu'il a fait un temps de détention. Donc, voilà. J'ai essayé de faire vraiment... de dire les choses en gros. Il y a naturellement beaucoup plus de choses à indiquer, mais bon, je pense que j'ai déjà été assez longue. Je vais terminer cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous aura plu. Je ne vous souhaite naturellement pas de vous retrouver dans une telle procédure, mais la réalité, c'est que ça peut arriver. Voilà, et ça peut être intéressant si vous avez une personne de votre entourage qui vit une procédure similaire. Ça peut être intéressant de savoir en gros comment ça se passe, étant précisé que naturellement, je vous invite à vous rapprocher d'un avocat pénaliste pour avoir les conseils pour votre procédure et surtout pour avoir le conseil qu'il faut euh, par rapport en fait à la situation d'espèce. Voilà, je ne peux que vous conseiller d'investir parce que oui, ça a quand même un coût qui est relativement important. Il faut investir dans ce type de procédure pour avoir le meilleur accompagnement possible. Voilà, je vous lis dans les commentaires si vous le souhaitez, toujours dans le respect comme je l'ai indiqué. Je vous mets quelque part là les vignettes des précédents épisodes. Donc, je crois que le dernier épisode de samedi, c'était un épisode de Chichen Club. Je me demande si c'était pas l'instruction criminelle d'ailleurs, mais ça date un peu, donc je sais plus. Et je vous mets je vous mets la vignette de l'épisode. Non, on va reprendre. Je vous mets d'abord la vignette de l'épisode Club à vos côtés. C'était Club à vos côtés, je crois, instruction criminelle. Et je vous mets aussi la vidéo de Chichen Club de cette semaine qui était dédiée à ce grand opposant camerounais, Anissé Ekane. Voilà, merci pour vos encouragements. Je vous dis à bientôt sur Klebs Experiences avec toujours plus de contenu. Voilà, à bientôt.